Bonsoir à tous, bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver ce soir encore pour l'information sur RTI 1. La journée internationale de la femme 2022 sera axée en Côte d'Ivoire sur la sensibilisation des jeunes filles et l'appui aux femmes rurales. La ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant a tenu une conférence de presse pour présenter les différentes articulations et innovations pour cette édition 2022. Le climat des affaires s'est amélioré ces dernières années en Guinée et de nombreux investisseurs ivoiriens s'y sont installés. Ils apportent leur touche au monde des affaires de ce pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Nous suivrons leur vie en Guinée dans le dossier EcoPlus de ce 20h. Un camion de transport de bouteilles de gaz a pris feu cet après-midi sur la voie menant à Grand Bassam. Les bouteilles de gaz ont explosé, provoquant de très fortes détonations. La circulation a été bloquée et les sapeurs-pompiers sont intervenus. Et puis cette arrivée triomphale des Lions de la Teranga dans leur pays dans la soirée d'hier. Des dizaines de milliers de Sénégalais sont sortis pour admirer de plus près Dame Coupe et surtout porter en triomphe les Lions, désormais champions d'Afrique. Merci de nous rejoindre pour l'information. Le 8 mars, journée internationale de la femme. Chaque année, la Côte d'Ivoire met à profit cette date symbolique pour créer la mobilisation en faveur des droits des femmes, sensibiliser, éduquer, à bannir les violences et les inégalités. Pour cette année, l'accent est mis sur la sensibilisation des jeunes filles et l'appui aux femmes en milieu rural. Pour le volet festif, le PAGN 2022 a été présenté. Théodore Zouzou et Godefroy Kambawa. Ce PAGN, présenté par la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassénéba Touré et ses collaboratrices, est celui choisi pour la célébration de la Journée internationale de la femme qui se tient le 8 mars de chaque année. Ce PAGN symbolise l'union, la solidarité, mais encore l'expression de la diversité. La célébration officielle 2022 se tiendra dans la commune de Koumassi autour du thème de l'égalité de chance pour un avenir durable en Côte d'Ivoire. Il s'agit de mettre sur la sellette la problématique du changement climatique qui menace l'avenir si rien n'est fait sous l'angle de la dimension genre. Par exemple, la raréfaction des points d'accès à l'eau oblige les femmes à parcourir des distances toujours plus longues pour trouver cette ressource nécessaire à la vie de toute la famille. Ce thème indique dès lors l'importance de prendre en compte la dimension genre dans les programmes et initiatives de développement pour un avenir meilleur et durable. Une occasion pour la ministre Nassénéba Touré de présenter les innovations de cette édition. Le lancement de la GIF 2022 qui se tiendra le 21 février prochain au campus universitaire de Cocody. Nous allons avoir des panels autour des thèmes zéro violence basée sur le genre et cohésion sociale. La GIF des arts, de la mode et du spectacle et la cérémonie officielle le 8 mars sous le parrainage de Madame la Première Dame, Madame Dominique Ouattara. Pour amener la jeune génération à s'approprier la lutte contre le changement climatique, la présentation d'une nouvelle génération de jeunes hommes militants en faveur des droits de la femme intitulée E4She est envisagée. Les réseaux sociaux et les acteurs de la presse sont également mis à contribution pour être des relais dans la sensibilisation et faire tomber les inégalités. La lutte contre la corruption au cœur d'une rencontre du Centre d'information et de communication gouvernementale. Une lutte importante quand on sait que la corruption fait perdre chaque année à l'État de Côte d'Ivoire 1400 milliards de francs CFA. Le représentant du ministre de la Promotion de la Bonne Gouvernance a donné plus de détails. Espérance Diakalé et Abou Sanogo. La corruption a fait perdre à la Côte d'Ivoire en 2019 1400 milliards de francs CFA, soit 64% du service de sa dette, selon une étude rendue publique par le ministère de la Promotion, de la Bonne Gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption.
Des chiffres qui fragilisent les recettes fiscales de l'État et freinent les efforts des autorités dans la mise en œuvre des politiques publiques pour l'amélioration des conditions de vie des populations. Face à tout cela, le président Alassane Ouattara a donné un coup d'accélérateur à sa politique de lutte contre la corruption. Il a fait de la lutte contre la corruption et la promotion de la bonne gouvernance la troisième priorité de l'année 2022. Il y a à peine une semaine, lors du Conseil des ministres, il a réaffirmé et réitéré cet engagement vis-à-vis des gestionnaires des sociétés et établissements publics. C'est pour dire que la question tient au chef de l'État, la question également tient au gouvernement dirigé par son Excellence, Monsieur le Premier ministre Jérôme Patrick Achi. À ce jour, grâce au plan stratégique de développement, 133 missions d'investigation et de vérification des signalisations de corruption ont été réalisées dans certaines administrations et services publics. Au thème de toutes ces missions, 64 agents et fonctionnaires de l'État ont été interpellés et traduits devant les conseils de discipline conformément au statut général de la fonction publique. Le ministère a mis en place, et bientôt ça sera lancé par son Excellence Monsieur le Premier ministre, une plateforme d'alerte et de signalement qu'on a appelée SPACIA, qui est le système de prévention et de détection des actes de corruption et d'infractions assimilées. En perspective, plusieurs réformes sont prévues, notamment le renforcement et l'harmonisation du cadre institutionnel et juridique, l'intensification des actions de sensibilisation et de communication en matière de bonne gouvernance en vue de lutter efficacement contre la corruption. Dans le prolongement de cette action de lutte contre la corruption, la déclaration de la taxe à valeur ajoutée se fait désormais en ligne en Côte d'Ivoire. C'est la dernière réforme engagée par l'administration fiscale. Elle est en vigueur depuis le 1er février. Chaque connaît. Fini le casse-tête de l'administration fiscale à gérer les énormes déperditions dans la collecte de la taxe à valeur ajoutée, la TVA, auprès de certains contribuables qui ont la propension à ne pas reverser la taxe collectée ou d'en différer le paiement. La TVA est désormais déclarée en ligne sur la plateforme de la télédéclaration et télépaiement de la Direction générale des impôts, IMPO. L'implémentation de cet outil informatique innovant se justifie par la volonté de faire de la TVA un impôt véritablement leader. On le dit, la TVA n'a pas encore pris la place qui est la sienne dans le dispositif fiscal ivoirien, puisque au jour d'aujourd'hui, elle est encore en concurrence avec l'impôt sur les bénéfices et les impôts sur les traitements et salaires. Un pays moderne doit asseoir l'essentiel de sa fiscalité sur la consommation. Et la TVA est par excellence l'impôt sur la consommation. Cette réforme, qui est une innovation majeure, s'inscrit dans une réelle volonté de digitaliser toute l'administration fiscale. Ainsi, comme on le voit, les implications de cette taxe vont au-delà des simples considérations fiscales pour toucher l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Il était donc urgent pour nous de mettre en place une administration digitalisée de la TVA qui sécurise les entreprises et leurs opérations en Côte d'Ivoire. J'invite donc tous les acteurs à s'approprier ce nouveau système et à ne pas hésiter à nous proposer des pistes d'amélioration dans le sens du renforcement de la performance de la TVA. La réforme de l'administration digitalisée de la TVA entre en vigueur. Elle intervient après une série de réformes aussi multiples qu'innovantes, à savoir la digitalisation du contrôle fiscal, le portail IMPO, Télélias et bien d'autres. Ils sont nombreux, les investisseurs ivoiriens qui ont choisi la Guinée pour chercher fortune. On les retrouve aussi bien dans l'immobilier, la construction que dans la distribution ou encore dans les corps de métiers comme la coiffure ou la restauration. Ils apportent leur touche au monde des affaires de ce pays frontalier à la Côte d'Ivoire. Entre intégration réussie et success story, certains parmi eux ne font pas mystère de leur désir de retour en Côte d'Ivoire afin de mettre leurs acquis et compétences au service de la mère patrie. Investissement à l'étranger, ces Ivoiriens qui ont choisi la Guinée, c'est le sujet Ecoplus de ce mardi proposé par Jean-Luc Gbagbo et Zakaria Traoré.
Conakry, capitale de la Guinée, plus de 2 millions d'habitants, une ville en pleine expansion, en pleine urbanisation. Au cœur de la ville comme dans la périphérie, les logements poussent, traduisant ici le dynamisme d'un secteur, l'immobilier. Alexandre Tony en est l'un des principaux acteurs. Originaire de la Côte d'Ivoire, il s'est installé en Guinée en 2014, y créant par la même occasion son entreprise de bâtiments et travaux publics. Combien de bâtiments ici par là? 11 bâtiments liés. Ses principales références en Guinée sont la construction de plus de 150 km de routes rurales, une dizaine de ponts et surtout, depuis 2019, un contrat pour la construction de 2500 logements socio-économiques pour la plus grande compagnie minière du pays. Ça a été un choix très difficile au départ, mais à l'arrivée, je suis fier. J'ai fait quand même quelques pays de la sous-région, Mali, Ghana, Maroc. Et voilà, après qu'un ami m'a parlé de la Guinée-Conakry, que le pays a besoin des fils et filles et aussi des frères de la sous-région pour contribuer au développement. Donc c'est une manière aussi pour moi d'apporter mon aide à un pays frère. Apporter sa pierre à l'édification d'un pays en plein essor immobilier, un engagement que partage également un autre Ivoirien en Guinée, Yacine Kouadio. Lui a choisi la fourniture de matériaux de chantier et équipements de protection individuelle, la maintenance et le conseil industriel. On fait notre petit bonhomme de chemin, on a des chiffres d'affaires qui avoisinent les 600-700 millions. CFA, en francs guinéens, on est autour de 10 milliards. Donc, je pense que même en Côte d'Ivoire, pour une petite structure qui fait ce montant-là, serait parmi les PME à prendre au sérieux. Cet ingénieur en mécanique, formé en Côte d'Ivoire, fait donc son petit bonhomme de chemin en Guinée depuis 2015. Je pense que les Ivoiriens n'ont pas l'habitude de sortir et ils ont un peu peur. Mais quand ils sortent, ils ont quand même ils ont été bien formés. Ils peuvent s'adapter à plusieurs environnements. Pour lui, qu'on soit en Côte d'Ivoire ou en dehors, il faut savoir saisir les opportunités. C'est ce qu'a fait Mathieu Sadia, cadre ivoirien, mais dans un tout autre registre. Bonjour. Cette école primaire, située dans le quartier de Lambagne, fait partie de la chaîne d'établissements qu'il a ouvert ici à Conakry. 3 au total. Belle réussite pour celui qui est arrivé en Guinée pour travailler dans les télécoms. Un bon pour elle, hein? Bravo! J'ai vu sur le terrain que les réalités au niveau de l'enseignement demandaient encore d'apporter un meilleur. Celui qui totalise aujourd'hui une vingtaine d'années de présence en Guinée et témoin de plusieurs changements sociopolitiques dans le pays, reste convaincu d'une chose, la fraternité entre les deux pays voisins qui facilite l'intégration et l'investissement. La Guinée et la Côte d'Ivoire sont vraiment des pays voisins, des pays amis, des pays frères. Donc lorsque nous rentrons ici, nous sommes accueillis comme si nous étions chez nous. Et tout besoin, ce que nous faisons, c'est de respecter l'administration, tout ce qui est administratif. On retrouve également les Ivoiriens dans l'hôtellerie, la restauration, le showbiz ou encore les petits métiers comme la coiffure. Maggie est originaire de l'Est de la Côte d'Ivoire. Elle a appris la coiffure dans son pays avant de migrer en Guinée. C'est vrai, la monnaie elle est faible, mais en tout cas, quand tu viens ici, quand tu te débrouilles bien, tu peux t'en sortir. Le savoir-faire ivoirien en la matière est très prisé ici. Et Maggie en profite pour faire de bonnes affaires. On estime à entre 5 000 et 6 000 le nombre d'Ivoiriens vivant en Guinée, évoluant dans presque tous les milieux économiques. Alain Hachi préside aux destinées de la CIG, la communauté des Ivoiriens de Guinée, depuis quelques années. Ce restaurant dans lequel il nous reçoit appartient à un Ivoirien. On a la plupart de nos frères qui sont dans presque tous les secteurs. Voilà. Et ce n'est pas seulement en Guinée, c'est dans tous les pays. Il y a ceux qui se suffisent et il y a ceux qui se suffisent moins et ceux qui ne se suffisent pas du tout. Nous avons toutes ces catégories ici en Guinée et particulièrement au sein de la communauté. Les Ivoiriens qui se suffisent en Guinée, une catégorie dont fait partie Alexandre Tony, le patron de l'entreprise de BTP. Une réussite
qu'il a tissé à coup de partenariat avec d'autres chefs d'entreprise locaux. Quitter chez soi et venir réussir ailleurs, ce n'est pas donné à tous. Au-delà même de cet aspect culture, les Ivoiriens sont en train de venir encore dans l'entrepreneuriat et ils s'imposent. Je crois que nous autres, il faut qu'on attache aussi la ceinture. Alexandre Tonné, avec son marché de 2500 logements sur une trentaine d'hectares entre Conakry et Kamsar, symbolise la percée du savoir-faire ivoirien dans les BTP en Guinée. Ici, voilà, c'est du nouveau. Ça n'existe pas pour le moment, ce genre de projet en Guinée. Voilà pourquoi j'ai hâte de lancer ce projet et voir le projet naître pour que dans l'avenir, envoyer aussi les prémices chez moi au pays pour voilà, continuer aussi l'œuvre que je veux faire. Retourner au pays pour présenter les fruits de son aventure à l'étranger, le rêve de tout expatrié. Cela équivaut surtout à relever un double défi. S'imposer d'abord à l'étranger, puis confirmer sur le sol ivoirien. Un rêve que caresse Tonné Alexandre comme tous les autres Ivoiriens de Guinée. Voyage au cœur de Conakry avec les Ivoiriens qui sont bien intégrés dans le monde des affaires guinéen. Un dossier EcoPlus signé Jean-Luc Gbangbo et Zakaria Traoré. Retour en Côte d'Ivoire pour faire le point de la maladie à coronavirus pour cette journée du 8 février. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré 38 nouveaux cas de Covid-19, 72 guéris et 0 décès. La Côte d'Ivoire compte 80 976 cas confirmés, dont 78 757 personnes guéries, 787 décès et 1432 cas actifs. 8 573 457 doses de vaccins ont été administrées du 1er mars 2021 au 7 février 2022. Le ministère de l'Environnement et du Développement durable démarre un nouveau projet. Il intervient dans le domaine de la mobilité électrique ou du transport intégré. L'un des objectifs majeurs, réduire la pollution de l'air et la consommation de combustibles comme le charbon, le pétrole ou encore le gaz naturel. Grace Kando. Le projet Transport intégré durable va permettre d'introduire les véhicules électriques en Côte d'Ivoire et réduire les émissions de gaz à effet de serre et la pollution de l'air en milieu urbain. Nous avons dans ce carburant environ 2000 ppm de soufre, alors que dans les autres pays développés, nous avons seulement 10 ppm de soufre dans leur carburant. Il y a un effort à faire. Est-ce qu'on peut rester dans cette situation qui impacte la santé des habitants, notamment les maladies respiratoires et cardiovasculaires? Le projet Mobilité électrique est soutenu par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et financé par le Fonds pour l'environnement mondial à hauteur de 300 millions de francs CFA. La Côte d'Ivoire, le Togo et la Sierra Leone sont les 3 pays de la CEDEAO concernés par ce projet pilote. Aujourd'hui, notre ambition, c'est d'arriver même au niveau des 2 roues aussi, à les amener à utiliser aussi l'électricité pour que les émissions de gaz à effet de serre puissent baisser significativement. Le ministère des Transports a pris la décision d'interdire l'importation des véhicules d'occasion de plus de 5 ans, concernant les petits véhicules. Donc aujourd'hui, c'est de faire en sorte que notre parc se rajeunisse. Le projet Mobilité électrique s'appuie sur des objectifs spécifiques. Former et renforcer les capacités des acteurs, surtout les professionnels du transport, faire la démonstration des essais de véhicules électriques et développer des plans d'affaires pour susciter l'engagement du secteur privé. Selon le ministère de l'Environnement et du Développement durable, un quart des émissions de dioxyde de carbone liées à l'énergie provient du secteur des transports. Ce chiffre devrait atteindre un tiers d'ici à 2050.
Ce matin, la télévision ivoirienne a reçu une délégation de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Dans le cadre de sa visite périodique aux médias, c'est la toute première séance de travail de l'année pour la ACA. Au centre des échanges, les réalités que les services du groupe RTI rencontrent dans l'exercice du cahier de charges et aussi les attentes de la ACA pour un service public davantage irréprochable. Amadou Ouattara. René Bougouin, président de la ACA, haute autorité de la communication audiovisuelle, reçu par Fosséni Dambélé, directeur général de la radio-télévision ivoirienne RTI. À ses côtés, des directeurs des chaînes radio et télé, ainsi que des responsables des autres départements du groupe RTI. Les différents points à l'ordre du jour, notamment les grilles des programmes et les réalités rencontrées dans leur mise en œuvre, les modes de sanction de la ACA sont abordés sans tabou. Membres de la délégation reçue et ceux de la structure haute ont ainsi partagé leurs avis et suggestions relativement à l'exécution du cahier de charges de la RTI. Dans l'ensemble, le président de la ACA est satisfait des productions de la radio-télévision ivoirienne. RTI fait bien son travail. Nous en avons eu encore un aperçu récemment avec la Cannes. À proprement parler, pas de recommandations véritables, sauf à persévérer dans ce qui est fait, dans ce qui est bien, insister sur la signalétique, chercher, sans brider bien sûr la créativité, mais chercher à améliorer la maîtrise d'antenne à caractère polémiste. Il faut absolument aider la RTI à mieux accomplir ses exigeantes missions de service public. Le service public concourt à la cohésion nationale, il y a des enjeux culturels, sociaux et bien d'autres. Fosséni Dambélé, directeur général de la RTI et ses collaborateurs ont souhaité de la ACA moins de restrictions sur la publicité et plus de regard de cette autorité sur la concurrence que la RTI juge déloyale menée par les chaînes internationales dans l'exploitation de l'environnement audiovisuel en Côte d'Ivoire. Les responsables de la RTI ont convié leur hôte à une visite des studios où sont réalisées l'émission C'est Midi et les journaux télévisés. La gendarmerie nationale est réunie à Yamoussoukro pour dresser le bilan de son année 2021 et surtout tracer les grandes lignes pour 2022. Kader Sogodogo pour le point de cette rencontre ouverte par le général de corps d'armée Alexandre Apalo-Touré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale. Bilan 2021 et perspective 2022. La gendarmerie nationale est au laboratoire à Yamoussoukro. Face aux nombreux défis sécuritaires internes et externes, la méthode doit être de mise pour une efficacité rassurante. Rien ne sera laissé de côté. Il s'agira durant ces 4 prochains jours, à partir d'analyses objectives et sans concession de nos efforts professionnels constatés en 2021, de nous donner les moyens d'anticiper de façon efficiente, d'affronter opiniâtrement et de faire preuve de résilience face à des adversités polymorphes dans une sous-région ouest-africaine en proie à des périls sécuritaires inédits. Je cite terrorisme djihadiste, crise sanitaire liée à la Covid-19, instabilité politique dans les pays de la sous-région, criminalité transnationale organisée, piraterie maritime. Soutien de la haute hiérarchie. La gendarmerie nationale sera toujours présente pour jouer sa partition. Nous disons merci, infiniment merci à son Excellence, Monsieur le Président, parce que nous mesurons le chemin parcouru depuis 2011. La gendarmerie nationale a pour référence notre devise nationale: union, discipline, travail. Nous pensons que tout Ivoirien doit pouvoir se sentir bien lorsque seulement il s'inscrit dans les limites de cette devise nationale. Fin du séminaire le samedi 12 février 2022 en début d'après-midi. Les perspectives sont attendues.
La plateforme de la société civile pour la paix et la démocratie veut apporter une réponse à la violence et à l'incivisme en milieu scolaire. Pour ce faire, elle installe des comités de paix dans les lycées et dans les collèges. Ces comités ont pour mission de pacifier l'environnement scolaire et surtout de lutter contre le phénomène des congés anticipés. Un camion de bouteilles de gaz butane est parti en fumée cet après-midi sur l'axe menant à Grand Bassam. Les bouteilles de gaz ont explosé. Les sapeurs-pompiers ont mis 3 heures à éteindre le feu. Bilan, 3 blessés et une dizaine de magasins partis en fumée. Grand Bassam, village des artisans. Un camion de 10 roues entièrement calciné. La fumée s'échappe encore de l'épave. Le véhicule transportait des bouteilles de gaz butane pour ravitailler certainement ses points de vente pour les ménages. Malheureusement, il n'arrivera pas à destination. Ces images amateurs montrent l'ampleur des dégâts. L'incendie a fait 3 victimes blessées, prises en charge et évacuées aux urgences par les sapeurs-pompiers militaires et les secouristes d'urgence de Grand Bassam. Bon, aujourd'hui, aux environs de 13h40, on a été alerté pour un feu de camion transportant les bouteilles de gaz. Et arrivé sur les lieux, on a vu qu'il y avait des explosions et le feu se propageait vers les magasins aux alentours. Donc notre mission, en premier temps, c'est de créer un périmètre de sécurité pour ne pas qu'il y ait des blessés et autres. Et puis ensuite, on a procédé à l'extinction du feu. Et dès notre arrivée, il faut dire que l'accès était vraiment difficile du fait des explosions, de nombreuses bouteilles de gaz. Il y avait vraiment des détonations de part et d'autre. Il y a présentement 16 magasins qui sont partis en feu. L'un des artisans sinistrés témoigne. On a essayé d'éteindre le feu, mais vraiment on n'a pas pu. Et les braises qui tombaient là, on pris les herbes, c'est allé vers le réservoir. Quand tout a commencé à brûler, on n'a pas pu rester là. Il y a 16 ateliers qui ont été recensés, qui sont brûlés. Cet incident malheureux de Grand Bassam rappelle la dangerosité du gaz domestique en cas d'accident, même lorsqu'il est transporté dans les meilleures conditions de sécurité. Ironie du sort, la plupart des taxis communaux de Grand Bassam utilisent ce gaz domestique à la place du carburant. Un détournement d'usage, pourtant interdit dans le transport. Un reportage signé Didier Nguesson. On s'intéresse maintenant au sport et ils sont à l'honneur après leur sacre. Les Lions de la Teranga ont foulé le sol sénégalais hier lundi. Les populations sont sorties pour leur réserver un accueil à la hauteur de l'exploit historique. Dakar a fêté ses héros. Les joueurs ont communié avec les supporters. Sadio Mané et ses coéquipiers auront droit à un hommage de la nation. Serge Coléa. Ils étaient des dizaines de milliers pour accueillir les nouveaux champions d'Afrique. Ce lundi 7 février 2022, déclaré férié par le président Macky Sall, le 11 national était attendu par tout un peuple. L'événement est retransmis en direct, mais les supporters veulent être témoins de l'histoire en vivant ces moments de bonheur. Même si les Lions ont communié avec des foules immenses, tous n'ont pas eu la chance de les voir à leur arrivée. Je suis venu pour soutenir les Lions de la Teranga. Voilà. Mais dommage, on ne les a pas vus parce qu'ils ont emprunté la voie de la Bédène. Donc c'est un sentiment de tristesse, si je peux dire. Mais bon, force Lions de la Teranga et puis c'est l'Afrique qui gagne. Pour voir les Lions de la Teranga et communier avec eux, il fallait surtout faire preuve de patience. On est resté là-bas de 13h à 18h. On n'a même pas aperçu les joueurs. Mais bon, quand même, nous nous réjouissons car nous avons obtenu la coupe que nous avons cherchée pendant des années. Nous ne l'avons jamais eue. Ils l'ont fait pour nous et pour tous ceux qui ne sont plus là, comme les Bokandais. Les Lions du Sénégal sont bien arrivés à Dakar avec le trophée continental.
Ils auront droit à un hommage national au palais présidentiel ce mardi 8 février, avec notamment une décoration dans l'ordre du Lion. En attendant la suite du programme officiel, la fête se poursuit dans les rues de la capitale. Au Mali, la présence du groupe de sécurité privé russe Wagner alimente les débats depuis déjà plusieurs mois. Une quinzaine de pays européens, dont la France, le Canada ou encore récemment les États-Unis, ont affirmé que plusieurs centaines de mercenaires russes sont déployés au Mali. Le président russe Vladimir Poutine n'a pas nié leur présence, mais il a démenti tout lien entre les mercenaires et l'État russe. Les autorités maliennes de transition, elles affirment de leur côté qu'il s'agit là d'une campagne de dénigrement du Mali et que les combattants russes qui soutiennent les forces maliennes ne sont pas des mercenaires mais bien des soldats présents au Mali sur la seule base de la coopération d'État à État avec la Russie. Et c'est tout pour ce soir. Merci de nous avoir suivis. À 23h, retrouvez Aboulaye Koné et demain 20h, Marie-Laure Goran. Excellente fin de soirée sur RTI 1.